Salut, c'est Greg. Avant de faire cette vidéo, j'ai besoin que vous sachiez que les informations que je vais vous transmettre dans cette vidéo ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Aussi, j'ai besoin de vous faire un disclaimer. J'essaie d'être le plus rapide possible, mais qui est hyper important si jamais vous voulez pas vous faire mal et si jamais vous voulez aller mieux. En 4 ans sur YouTube, je n'ai jamais fait une vidéo qui aborde autant précisément à la fois le diagnostic et le traitement d'une pathologie aussi complexe et potentiellement aussi grave, si jamais on la traite mal, que la hernie discale cervicale. La raison pour laquelle je fais quand même cette vidéo, elle est triple. La première, et c'est ce qui m'anime depuis 4 ans sur les réseaux sociaux, c'est la lutte contre l'errance médicale et les fake med. Je suis un kiné issu du terrain et je sais ô combien certains patients ont des problématiques simples et juste parce qu'on les traite mal ou parce qu'on leur donne des mauvaises informations, transforment des trucs simples en choses compliquées juste parce qu'ils sont mal orientés. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de montrer ce que c'est un raisonnement clinique fait par des professionnels de santé formés et que ces gens-là, qui recherchent leurs symptômes sur YouTube, trouvent des solutions qui ont l'air carrées et qui ont l'air bien faites et donnent leur confiance à des professionnels de santé qui sont formés et non pas à des merdes qu'on voit passer sur Internet. Mon deuxième point s'adresse particulièrement aux patients qui sont déjà un peu formés et qui souffrent. Si vous regardez comment je raisonne, ce que c'est le raisonnement clinique, vous comprenez que je pars d'une problématique, des hypothèses, que je mets en place des traitements et à chaque fois ce que je cherche à faire c'est la modulation de symptômes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Et en fonction de cette évolution-là, j'apporte des solutions. De comprendre que cette méthodologie ne fonctionne pas à chaque fois. Mais quand elle fonctionne bien et elle peut fonctionner vite. Cette méthodologie a des limites, mais au moins elle connaît ses limites et elle sait vous réorienter rapidement. C'est juste faire valoir le raisonnement clinique. Mon troisième point est pour mes confrères et mes consoeurs qui n'apprécient pas forcément cette démarche. Juste pour que vous sachiez pleinement 1. Mon but n'est pas et n'a jamais été de faire de la rééducation sur YouTube. Mon but n'est pas et n'a jamais été de ramener des patients dans mon cabinet. Je suis déjà plein depuis 7 ans. Mon but est juste que demain, quand vous ayez des patients, qu'ils aient juste un tout petit peu plus d'informations. Peut-être même vous faire gagner du temps dans vos explications. Dire « Ah mais oui, j'ai déjà vu un mec sur YouTube avec des bretelles. » Bon là je les ai pas. Qui m'expliquait ce que c'était une préférence directionnelle. Qui m'expliquait ce que c'était d'avoir des radios qui ne collaient pas forcément à mes symptômes. Qui m'expliquait que j'avais plutôt intérêt à faire de l'actif. Ça, c'est ce que j'essaie de transmettre au très grand public. Et j'en viens à mon dernier point. J'ai fait le choix de la vulgarisation pour répondre à ces 3 premiers points. Cette vulgarisation m'a un prix. Je choisis l'accessibilité au détriment d'une véracité scientifique absolue. J'en ai pleinement conscience et je le réaffirme, je ne suis pas le meilleur kiné de la Terre, loin de là. La seule chose que je sache bien faire, c'est avoir un esprit synthétique, faire passer dans 70% des cas là où il y a un vrai consensus, dans 20% des cas là où on a des zones d'ombre et dans 10% des cas, c'est ok. Vous pouvez ne pas être d'accord du tout avec moi. Ce que j'ai juste à vous demander, l'espace de commentaires est libre, comme d'habitude. Soyez juste poli quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est la seule chose que je vous demande. Mon but sera toujours d'améliorer le parcours des soins des patients. Dans un monde parfait, personne n'aurait besoin de regarder cette vidéo. Ce n'est malheureusement pas le cas. Donc prenez-la avec autant de mesures que possible. Et si vous avez des questions, prenez cette vidéo, parlez-en à un soignant autour de vous, et lui va vous examiner, et lui pourra vous donner des réponses. Bon visionnage, merci de m'avoir écouté. La solution sur une hernie discale cervicale, c'est l'immobilisme. Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, on va parler de hernie discale et non, clairement, ne plus bouger n'est pas la solution. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un topo complet sur la hernie discale cervicale. Quand vous devez consulter, quand vous devez vous alarmer s'il est nécessaire de vous alarmer, mais surtout ce que vous devez faire pour aller mieux. Je salue tous ceux qui viennent directement de mon livre Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs. Vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire qui vous permet de soigner 55 douleurs que vous pouvez avoir à la maison, apprendre à les étiqueter et avoir évidemment des solutions. Certaines de ces solutions sont justement étayées par les vidéos pour aller plus loin. Alors, la hernie discale ne veut pas dire douleur. Le disque, en fait, il évolue et il est normal parfois d'avoir un bombement discal, parfois d'avoir une discopathie, parfois d'avoir une hernie discale et que quelle que soit la vie de votre disque intervertébral, c'est pas ça qui va forcément vous associer des douleurs. Et vraiment, j'insiste sur ce point-là parce que parfois, les gens qui souffrent de hernie discale se mettent une étiquette qu'ils vont garder tout au long de leur vie pour se dire « j'ai une hernie discale, j'aurai mal tout au long de ma vie », c'est faux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à la fois comment diagnostiquer une hernie discale, mais surtout comment le solutionner. Alors le diagnostic est finalement assez simple. Le diagnostic,
il est d'une douleur qui viendrait régulièrement au niveau des cervicales, plutôt associée à des raideurs, c'est-à-dire que certains mouvements sont difficiles et lorsque vous venez les répéter, ils peuvent même créer une irradiation le long de l'omoplate ou sur le bras. Dans quel cas est-ce qu'il faut aller consulter? Eh bien évidemment en cas de perte de force. Si vous avez des pertes de force dans la main, que vous lâchez des objets sans faire exprès, là c'est une urgence, il faut aller voir un médecin rapidement parce que ces cas, s'ils sont rares, on parle à peu près de 5% des hernies discales, nécessitent une consultation rapide. Je le répète, ces cas sont très rares. Dans la plupart des cas, ce que vous allez plutôt sentir, c'est une pointe ou une douleur un peu large au niveau des cervicales, au niveau des épaules, et qui va se venir lorsque vous êtes debout pendant longtemps, assis pendant longtemps, le matin parfois au réveil. À ce moment-là, ça veut juste dire que votre corps est en train de faire face peut-être à une petite irritation au niveau du disque, peut-être à une petite irritation au niveau des racines nerveuses et on a des solutions pour ça. L'une des meilleures solutions en kiné, ce serait la notion de préférence directionnelle établie notamment par McKenzie. Alors comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer une hernie discale? Au-delà du tableau clinique que je viens de vous décrire, qui n'est pas spécifique de la hernie discale, on va devoir combiner ça notamment à des tests cliniques avec ce qu'on appelle le cluster de Weiner. Le cluster de Weiner, c'est 4 tests à réaliser par un professionnel de santé. Le test de compression. Votre patient est assis, vous venez appuyer dessus comme si vous jouiez à question pour un champion. Est-ce que ça fait mal? Non. Donc, le test de Sperling. Le deuxième test, c'est le test de Sperling. Légère extension, rotation gauche, inclinaison droite. Et vous allez chercher à fermer l'espace radiculaire à droite. Le test est positif si vous recréez les symptômes de votre patient du côté droit. Sperling à gauche, rotation droite, extension et inclinaison gauche. Et vous recommencez. Le test est positif si vous recréez une douleur à gauche. Le test de distraction. Vous venez chercher la ligne courbe sous-occipitale de votre patient et là vous allez tracter la tête à la verticale et vous relâchez. Le test est positif si la douleur apparaît lorsque vous relâchez, lorsque vous réimpactez les disques. Attention, il y a souvent des faux positifs puisque pour les patients cervicalgiques, souvent la palpation de la ligne courbe sous-occipitale peut être douloureuse ou juste la mise en tension du plan postérieur musculaire peut créer une sorte de douleur qui fait du bien. Donc vraiment, dites à vos patients, ok, est-ce que ça fait mal lorsque je relâche? Et les ULNT. Alors d'abord, pour les douleurs d'origine cervicale ou dans le membre supérieur avec l'ULNT 1. Pour ce faire, vous allez mettre le coude à la hauteur de l'épaule, venir chercher la rotation externe du bras, la main à hauteur de l'oreille, face à l'oreille, tout simplement comme si votre main voulait parler à votre oreille. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir chercher l'inclinaison de la tête. Non pas la rotation, l'inclinaison, comme si vous voulez descendre votre oreille vers l'omoplate opposée. Une fois que vous êtes là, vous allez venir chercher extension du coude. Là, normalement, ça devrait tirer dans le pouce, dans le majeur et dans l'index. Et après, venir chercher l'extension du poignet. Pour vouloir majorer encore plus la tension, si jamais ce n'est pas le cas, vous cherchez l'abaissement du moignon de l'épaule. Là, vous êtes en train de mettre un maximum de tension sur les nerfs pour réduire la tension. Vous ramenez la tête de l'autre côté. Immédiatement, vous sentez que ça va mieux. La suite, c'est du coup de faire des techniques de glide. Vous allez venir chercher à fléchir le coude pour réduire la tension et majorer la tension de l'autre côté. Et après, vous allez faire l'inverse. Je tends le coude, je tends le poignet et je ramène la tête. En faisant ça, vous allez venir réaliser un glissement du nerf d'un côté, puis de l'autre. L'ULNT 2. Vous êtes assis, le bras est légèrement abaissé, le coude face à vous, la main face à vous. Et là, ce que vous allez faire, c'est tendre le coude, tendre le poignet en arrière et amener la tête sur le côté. Vous allez beaucoup moins le sentir que l'ULNT 1, mais vous allez le sentir la face antérieure du bras et dans les 3 premiers doigts. Ensuite, pour réaliser la technique de glissement, vous allez réduire la tension au niveau cervical, garder le poignet tendu. Et après, vous allez faire l'inverse. Flexion du poignet, inclinaison cervicale, extension du poignet, inclinaison gauche. Et ça donne ça. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je fais celui-là, je pense à un pingouin. ULNT numéro 3, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'être en rotation externe et la main face à vous, vous allez prendre. Et là, la petite astuce, c'est de venir mettre votre pouce dans la main fermée et de faire comme si vous accélériez en moto ou ralentir. J'ai jamais fait de moto, c'est beaucoup trop dangereux. Et là, vous allez venir rajouter de la tension avec l'inclinaison de tête. Maximum de mise en tension lorsque vous accélérez en moto et que vous avez l'inclinaison de la tête. Pour réduire la tension, vous ramenez les cervicales. Et pour faire la technique de glissement, poignet, tête, tête, poignet, poignet, tête, tête, poignet. Je vous montre l'ULNT numéro 4. Celui-ci, vous allez prendre la pince du pouce et de l'index numéro 1. Vous
C'est qu'en kiné, on appelle les doigts par les numéros parce que c'est toujours compliqué de dire index, majeur, annulaire. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ça m'arrange bien parce que j'oublie toujours le nom des doigts. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, contrairement à tout à l'heure, la main à l'extérieur. Je viens chercher la pince, je fléchis le coude et là, vous allez le sentir vraiment dans le petit doigt. C'est le trajet du nerf ulnaire. Et là, pour majorer la tension, vous allez incliner. Incliner de l'autre côté. Il est horrible celui-là. Pour réduire la tension, vous allez incliner de l'autre côté. Donc là, l'ULNT4 pour faire la technique de glissement, ça donne ça. Ça donne mise en tension, flexion du poignet, inclinaison droite, extension du poignet, inclinaison gauche. Ça donne ça. Un peu comme si vous étiez un lord anglais. Pour ceux qui sont croustillants et pour pouvoir mettre un maximum de tension, vous allez essayer de ramener la passée horrible sur la clavicule. Ah, ça relâche. Donc ça, c'est bien pour ressentir les ULNT. Les 3 premiers tests permettent d'inclure une souffrance d'origine du disque et le 4e test, les 4 ULNT, vous permettent de savoir si la douleur qui irradie est liée à une souffrance d'une racine nerveuse. Ok, ces tests sont positifs et où vous avez une douleur irradiante. Eh bien, si votre disque est en train de souffrir, vous allez lui apporter ce dont il a le plus besoin, de mouvement. Et oui, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le mouvement qui use le disque. Ce qui use le disque, c'est la vie. A priori, on pense que ce qui est le plus probable d'user un disque, c'est la génétique. En fait, il semblerait même que les mouvements de compression et de distraction, comme vous pouvez le voir sur ça, permettent un bon échange des liquides, une bonne répartition. Il y a une boule qui se crée quand tu appuies. Ben voilà, ben ça c'est... Et bien ça, typiquement, c'est ce qu'on pensait être une hernie discale, or ce modèle, il est complètement dépassé. On peut très bien avoir un bombement discal qui vient irriter le nerf, sans aucune douleur. Je vais vous montrer de l'autre côté pour pas vous induire d'erreur parce qu'en fait ça c'était un modèle des hernies discales qu'on expliquait jusqu'aux années 80 mais on se rend compte que la simple explication biomécanique en fait ne justifie pas à elle seule les douleurs ou l'absence de douleur. En fait ce que je veux vous montrer c'est que les mouvements de compression et de décompression justement permettent une bonne vie du disque. Le disque comme n'importe quel tissu il a besoin d'une bonne vascularisation et la bonne vascularisation vient du mouvement. Cependant, il arrive parfois, en effet, sur le modèle pathologique, qu'on ait une partie du disque qui ressorte et qui, pour des raisons mécaniques, viennent irriter une partie du disque. Je nuance un tout petit peu mes propos et ça, je vous invite à écouter le podcast de Jean-Philippe Deneville que je vais bientôt inviter sur ma chaîne, je croise les doigts, qui vous explique qu'en fait, qu'il semblerait que ce ne soit pas seulement mécanique, donc ce n'est pas seulement ça qui comprime ça, mais que ce soit aussi chimique. C'est en fait le milieu dans lequel baignent ces deux éléments peuvent être parfois pro-inflammatoires et qu'un milieu pro-inflammatoire va sensibiliser une racine nerveuse. C'est une autre partie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire en fait, quand j'ai quelque chose qui me fait mal au niveau de mon disque, j'ai besoin de mouvement. Mais il faut du bon mouvement. Du bon mouvement qui va permettre tout simplement de permettre une cicatrisation de mes tissus. Je m'explique. Comme je vous l'ai évoqué, le disque, lorsqu'il est en souffrance, il est comme n'importe quel tissu du corps humain. Il a besoin de mouvement pour pouvoir permettre une adaptation et donc une cicatrisation. L'absence de mouvement va créer en fait une perte de capacité, une augmentation au niveau du système nerveux central de la perception de la douleur et n'importe quel mouvement va devenir douloureux. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de bouger dans une légère sensation d'inconfort sans reproduction de douleur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver une quantité et une qualité de mouvement qui me permettent de créer des compressions au niveau de mon disque qui va me permettre une cicatrisation, sans pour autant mettre trop de compression et trop de mouvement qui, pour le coup, risquerait de créer des douleurs. Donc, comme d'habitude, c'est une question de dosage. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce dosage? C'est là où Mackenzie trouve son sens sur une notion de préférence directionnelle. Et je vais vous l'expliquer de la manière suivante. Admettons, vous avez mal au niveau du cou. Et bien là, ce que vous allez chercher à faire, c'est à vous pencher 10 fois en avant. Est-ce que quand je me penche 10 fois en avant, je sens que la douleur augmente? Ou est-ce qu'au contraire, je sens qu'elle diminue? Si la douleur augmente quand vous vous penchez en avant, c'est qu'à ce moment-là, la flexion cervicale, vous ne la tolérez pas bien et vous la laissez de côté pour l'instant. Vous y reviendrez plus tard. Si à l'inverse, lorsque vous vous penchez en avant, ça vous fait du bien, ça veut dire que vous êtes en train de créer une adaptation positive de vos tissus. Vous mettez les bonnes contraintes sur votre disque et que c'est bon pour sa cicatrisation. Ça veut dire que votre préférence directionnelle, c'est la flexion. Pour la flexion, vous avez deux flexions pour le rachis cervical. La flexion complète du rachis cervical et la flexion uniquement du rachis cervical supérieur, qui s'appelle le mouvement de protraction. Est-ce que quand je fais ça 10 fois, c'est mieux? Ça donne l'air d'un con? Ou est-ce que c'est moins bien? Si c'est mieux sur la protraction, ça veut dire que votre préférence directionnelle est la protraction, la flexion du rachis cervical supérieur. Si jamais c'est pire lorsque vous allez en flexion, vous testez une autre amplitude. Et là, vous allez venir chercher l'extension. L'extension au niveau des cervicales, on en a deux. On a l'extension du rachis cervical supérieur, en ayant juste le cou qui ne bouge pas
et vous regardez en l'air. Et là, vous regardez que quand je fais ça, ça ne fait que bouger sur le haut de mon cou. Ou alors, vous avez l'extension du rachis cervical inférieur. Et là, c'est lorsque vous allez chercher à regarder en haut et en arrière. Vous pouvez évidemment cumuler les deux. Certains étages peuvent être améliorés par l'extension du rachis cervical supérieur. Je le fais 10 fois. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ou est-ce que c'est pire? Si c'est mieux, c'est que votre préférence directionnelle favorite est plutôt l'extension du rachis cervical sup. Si c'est moins bien, laissez ce mouvement pour plus tard. Vous allez tester ensuite rachis cervical inf. Est-ce que c'est mieux quand je le fais 10 fois? Ou est-ce que c'est moins bien? Si jamais c'est mieux, votre préférence directionnelle est le rachis cervical inf en extension. Si c'est moins bien, revenez-y plus tard. Ensuite, vous allez tester les inclinaisons. Est-ce que c'est mieux quand je me penche à gauche? Je répète 10 fois, c'est mieux, c'est moins bien ou ça change rien. Est-ce que c'est mieux quand je pense à droite? Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien ou ça change rien? En testant une par une, chacune de ces amplitudes, et ça c'est la théorie. Je vous déconseille de tester ça seul, faites-le avec un professionnel de santé. C'est ce que je vous explique une fois de plus dans mon livre, les liens sont dans la description. En testant ça, vous allez pouvoir savoir si vous répondez bien à du traitement mécanique type Mackenzie, et je vous encourage à tester ça avec un professionnel de santé. Ou si au contraire, n'importe quel mouvement est douloureux, auquel cas je vous conseille d'aller voir un médecin pour faire des examens complémentaires. Bien, maintenant que vous avez trouvé ou non votre préférence directionnelle, on va aussi tester le neurodynamique. Donc le neurodynamique peut être intéressant soit pour les douleurs très ponctuelles, soit même pour les douleurs dans le membre supérieur, des douleurs projetées irradiantes. Pour ça, on va mettre en place les ULNT. L'ULNT 1, l'ULNT 2, l'ULNT 3 et l'ULNT 4. Ces mouvements vous permettent de mobiliser le nerf qui part des cervicales et qui descend dans le membre supérieur. Donc voilà en résumé le raisonnement que je vous propose d'avoir. Si vous avez des sensations de raideur ou parfois de douleurs un peu irradiantes au niveau du haut du dos, vous ayez des examens qui soient positifs ou négatifs qui vous laisseraient à penser que vous avez un tableau plutôt discal. Vous allez d'abord éliminer les drapeaux rouges, à savoir est-ce que j'ai une perte de force dans la main et auquel cas vous allez directement voir un professionnel de santé. Ensuite, une fois que vous allez voir un professionnel de santé, il va vous faire les tests d'inclusion ou d'exclusion de votre douleur par rapport à un tableau discal. Les 3 tests d'inclusion sont les tests de compression directe discale, mais aussi les tests ULNT pour savoir si votre douleur irradie. Vous allez d'abord mettre en place les notions de test de mobilité, de préférence directionnelle pour savoir si vous êtes amélioré par certains mouvements et aller dans le sens de ce qui vous améliore et éviter dans un premier temps les mouvements qui vous font mal. Une fois que vous avez trouvé la préférence directionnelle, vous pouvez même rajouter une contrainte mécanique avec du poids, avec un élastique pour favoriser l'adaptation de vos tissus. Ces exercices aussi sont décrits dans mon livre. Si vous n'avez pas d'amélioration avec les préférences directionnelles, je vous invite à tester les techniques neurodynamiques et voir si vous êtes amélioré. Je vous invite, en cas d'absence de résultat des deux, à retourner consulter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la hernie discale cervicale. Je sais que vous étiez très nombreux à me la demander. Vous l'avez compris, forcément, à part Captain Immobile, c'est quand même difficile d'envoyer des blagues et du pâté. Il y a un souffle. Ça doit être un animal blessé. Je vais aller le lécher. Genre mouvement, fait de la propagande. Pour le mouvement. C'est mal. Il faut être raide. Très raide. J'aime quand les choses sont raides. Mais je sais très bien que quand vous avez des vraies douleurs, vous attendez plutôt de moi que je fasse un peu le kiné expert que le mec qui balance des blagues dans tous les sens. Vous savez que vous pourrez me retrouver tous les mercredis et tous les dimanches à la fois pour vous divertir, mais pour vous proposer des vraies solutions et aller mieux. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous encourager de commander mon livre. Le lien est dans la description. Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs. Vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire qui vous permet de soigner 55 douleurs que vous pouvez avoir à la maison, apprendre à les étiqueter et avoir évidemment des solutions. Pour aller plus loin, encore une fois, je vous invite à regarder cette vidéo sur la hernie discale lombaire parce que j'ai aussi expliqué tous les phénomènes de douleur et ainsi de suite. Et cette vidéo sur une névralgie cervico-brachiale d'une collègue à un cas clinique qu'on avait bien amélioré avec du neurodynamique. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine, ciao!